Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tutoriel SIG et Télédétection sous QGIS avec manuel et données libres. Cette vidéo relève de la partie consacrée au SIG de cette chaîne et présente la résolution de la 6e contextualisation ou exercice sous QGIS présenté en détail dans le manuel qui apparaît actuellement à l'écran, manuel intitulé Initiation à QGIS, travaux pratiques sur les systèmes d'information géographique SIG. Ce manuel et les données nécessaires pour réaliser cet exercice sont disponibles gratuitement à l'adresse reprise dans la description de cette vidéo sous cette vidéo. Ce 6e exercice est intitulé Contextualisation 6, évaluation du nombre de personnes potentiellement impactées par une catastrophe nucléaire en Inde. Attention, pour rappel, pour réaliser cet exercice sans difficulté, il est très fortement conseillé d'avoir préalablement suivi la vidéo d'introduction générale de cette formation, et en particulier la section de cette vidéo relative à l'accès aux données, qui correspond à la section 1.3 du manuel, section qui vous indiquera comment télécharger, décompresser et organiser correctement ces données sur votre ordinateur personnel. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter tout bug lors de la réalisation de l'exercice. Cette vidéo d'introduction générale est disponible sur cette chaîne et via le lien renseigné dans la description de cette vidéo-ci, sous cette vidéo-ci. Notez également que le chapitrage, disponible dans la description de cette vidéo, ci-dessous, vous permettra d'accéder rapidement aux différentes sections de cette vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps les objectifs de l'exercice et le temps nécessaire pour le réaliser. J'aborderai ensuite la contextualisation en tant que telle, qui sera suivie par une brève présentation du schéma des opérations à suivre, et je terminerai par vous indiquer quelles données et quels projets QGIS utiliser dans le dossier de formation. Cette 6e contextualisation est présentée juste avant la section 7.12 du manuel de formation, aux pages 155 à 157, pages qui apparaissent actuellement à l'écran. Les objectifs pédagogiques de cet exercice sont avant tout de vous apprendre à utiliser et de vous donner une vision claire des différents types et sources d'outils de traitement existants dans QGIS et de vous montrer comment y accéder dans QGIS. En particulier, un aperçu des différents fournisseurs de traitement, indépendants d'eux mais intégrés dans QGIS, sera présenté dans cette vidéo. Et sachez également que quelques indications sont données dans le manuel de formation concernant leur configuration dans QGIS. Ces aspects particuliers de configuration ne seront cependant pas vus dans cette vidéo. L'automatisation des traitements sera aussi brièvement mentionnée. Le temps nécessaire pour réaliser cet exercice en mode découverte et en autonomie devrait être d'approximativement 1 heure. Je vais maintenant lire avec vous cette 6e contextualisation. Évaluation du nombre de personnes potentiellement impactées par une catastrophe nucléaire en Inde. Le ministère de la Santé indien aimerait évaluer le nombre de personnes approximatif potentiellement impactées suite à une catastrophe nucléaire majeure dans chacun de leurs 7 sites nucléaires potentiellement dangereux. Le scénario retenu est celui d'une catastrophe similaire à celle de Fukushima où le rayon de contamination radioactive était de l'ordre de 120 km. Pour vous aider à y voir plus clair dans le cheminement technique à suivre pour atteindre l'objectif de cet exercice, le schéma des opérations à réaliser est repris à la figure 79-79, page 157 du manuel. Cette figure présente sur fond mauve les opérations à réaliser en tant que telles, c'est-à-dire des opérations qui nécessitent une action de votre part, et les encadrés sur fond gris correspondent aux données initiales à utiliser ou aux données après différentes phases de traitement. Nous voyons d'ores et déjà que cet exercice comprend donc 3 grandes étapes, avec premièrement l'utilisation d'un outil de géotraitement qui vous permettra de réaliser une zone tampon de 120 km autour des centrales nucléaires. Le terme correspondant en anglais est buffer zone. Ensuite, vous aurez à utiliser un deuxième outil de géotraitement qui vous permettra de réaliser une intersection entre les zones tampons autour des centrales nucléaires et le fichier shapefile des districts indiens qui contient une information sur la démographie de ces districts. Ceci vous permettra d'obtenir un shapefile de polygones des districts indiens intersectant les zones tampons de 120 km autour des centrales nucléaires. Et la troisième étape est un simple calcul statistique par catégorie que nous réaliserons dans cette vidéo avec l'extension GroupStats qui nous permettra d'obtenir la somme des personnes impactées par centrale nucléaire. 3 grandes étapes donc, création de zones tampons, réalisation d'une intersection et enfin réalisation d'un calcul de statistiques par catégorie.
Pour réaliser ce sixième exercice, vous devrez utiliser le projet QGIS que j'ai préparé pour vous, qui s'intitule Géotraitement en Inde.qgz et qui se situe dans le dossier de formation Initiation SIG QGIS ACE, données, dossier numéro 6, Géotraitement. Les données à utiliser se trouvent dans le même dossier. Pour rappel, et comme déjà dit, l'accès à ces données est documenté à la section 1.3 du manuel de formation et dans la vidéo d'introduction générale de la partie SIG de cette chaîne YouTube. Remarquez enfin que l'encadré des pages 155 et 156 présente en détail les données à utiliser, donne une série de consignes et présente le paramétrage des 3 outils à utiliser. Libre à vous d'en prendre connaissance via le manuel de formation ou de vous laisser guider par les explications données dans cette vidéo, ce qui sera probablement plus confortable. Nous allons donc commencer par ouvrir le projet QGIS qui sera nécessaire pour cet exercice et qui se situe dans le dossier de formation Initiation SIG QGIS ACE. Pour rappel, dans mon cas, j'ai placé ce dossier de formation à la racine de mon disque D. Je vais donc me diriger vers le dossier Données. Et le dossier qui m'intéresse pour cette sixième contextualisation est le dossier numéro 6, Géotraitement. Dossier dans lequel nous allons retrouver le fichier de projet QGIS Géotraitement en Inde.qgz, sur lequel vous pouvez donc double-cliquer pour ouvrir ce projet QGIS. En attendant que ce projet QGIS s'ouvre, vous pouvez constater que vous avez dans ce dossier différentes données, notamment un fichier shapefile qui va reprendre l'ensemble des réacteurs nucléaires à la surface de la planète en 2011, fichier qui sera exprimé dans le système de coordonnées de référence SCR EPG 54027. Vous avez également un deuxième fichier shapefile qui correspond aux populations indiennes par district, exprimé dans le même système de coordonnées de référence que le fichier sur les réacteurs nucléaires. Vous remarquerez également la présence du fichier centrale nucléaire logo.svg, qui est donc une image au format SVG, image qui sera utilisée comme symbologie dans le projet QGIS. Et enfin, nous avons à disposition, comme d'habitude, dans le dossier Pays du monde, une couche qui va reprendre donc l'ensemble des pays du monde. Après ouverture, votre projet QGIS devrait se présenter comme ceci, avec premièrement l'ensemble des réacteurs nucléaires à la surface de la planète en 2011, qui sont donc identifiés par le symbole qui apparaît ici à l'écran. Si vous êtes curieux, vous pouvez prendre quelques secondes pour explorer la répartition spatiale de ces réacteurs à la surface de la Terre, par exemple ici pour l'Europe, avec une concentration importante, notamment sur la France. Et dans le cadre de cet exercice, nous allons donc nous concentrer sur l'Inde qui se localise à ce niveau-ci. Je vais donc zoomer sur l'Inde. Et nous retrouvons les 7 réacteurs nucléaires évoqués dans la contextualisation 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme vous le voyez, pour l'Inde, le fichier population indienne par district va représenter la démographie de chacun de ces districts à travers un dégradé de couleurs qui va du blanc au rouge. Nous pouvons également explorer la table d'attributs de ces différentes couches d'informations via un clic droit sur la couche « Ouvrir la table d'attributs ». Et nous pouvons notamment constater pour la couche population indienne par district qu'une colonne va reprendre le nom de ces districts à ce niveau-ci et qu'une autre colonne va reprendre ici la démographie de chacun de ces districts, c'est donc la colonne POP comme population. Nous pouvons remarquer au passage que pour certains districts, les données sont manquantes, ce qui sera identifié par le code nul. Je ferme cette fenêtre. Et je vais explorer la table d'attributs de la deuxième couche, réacteur nucléaire 2011. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Cette table d'attributs ne contient que 2 colonnes ou 2 champs, avec d'une part le nom des pays et d'autre part le nom des centrales. Nous pouvons éventuellement rechercher les centrales indiennes en triant par ordre croissant-décroissant la colonne Country. Et nous retrouvons à ce niveau-ci les 7 centrales nucléaires indiennes, à savoir les centrales de Tarapur, Rajasthan, Narora, Madras, Kudankulam, Kakrapar et Kaiga.
Je désélectionne ces centrales et je ferme cette table d'attributs. Et avant de clôturer cette introduction, encore une petite remarque sur la symbologie de la couche des réacteurs nucléaires, qui est basée dans ce cas-ci sur une image au format vectoriel SVG téléchargée sur Internet, qui correspond donc à cette image-ci. Imaginons que la symbologie de départ soit une symbologie simple, comme ici à l'écran ces points rouges, et que vous vouliez utiliser une image SVG de votre choix comme symbole pour cette couche d'information. Vous devrez bien évidemment tout d'abord trouver cette image SVG sur Internet en faisant une recherche par exemple via Google, en utilisant le mot-clé SVG dans votre recherche. Une fois l'image téléchargée et enregistrée dans votre répertoire de travail, comme je l'ai fait ici pour cette image du logo nucléaire, vous pourrez utiliser cette image SVG comme symbole pour votre couche d'information. Et pour ce faire, dans votre projet QGIS, vous devrez simplement accéder aux propriétés de la couche d'intérêt via un clic droit sur cette couche, Propriétés. Vous accédez ensuite à l'onglet Symbologie, qui, à ce niveau-ci, vous permettra de sélectionner un symbole de type SVG. Vous devrez ensuite descendre ici tout en bas à ce niveau-ci pour pouvoir sélectionner l'image SVG d'intérêt. Je vais donc naviguer vers mon répertoire de travail, retrouver l'image SVG qui m'intéresse, dans ce cas-ci centrale nucléaire logo. Je peux éventuellement modifier la taille de ce symbole à ce niveau-ci, et ensuite valider ma symbologie. Et de cette manière, vous avez utilisé une image personnalisée de type SVG comme symbole de votre couche ponctuelle dans ce cas-ci. Avant de réaliser le premier géotraitement, à savoir la création de zones tampons autour des centrales nucléaires, je vais vous expliquer de manière générale comment accéder à la documentation et aux outils de traitement qui sont directement disponibles dans QGIS. Comme cela est indiqué dans le manuel de formation, à la section 7.12, page 158, avec l'accès à la documentation sur les outils de traitement, et à la page 159, avec l'accès aux outils de traitement, et en particulier aux outils de traitement faisant partie intégrante de QGIS. La porte d'entrée principale pour accéder à la documentation de QGIS est renseignée à la page 158 du manuel de formation, section 7.12.1, à ce niveau-ci. Voici la page d'accueil de la documentation QGIS. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, la documentation QGIS est organisée en fonction des versions de QGIS, avec la documentation de la dernière version stable qui sera disponible à ce niveau-ci, et la documentation des versions les plus récentes de QGIS mais qui ne sont pas nécessairement stables est présentée donc à ce niveau-ci. Il est également possible d'accéder à la documentation archivée à ce niveau-ci. Cette documentation est prioritairement disponible en anglais, mais comme vous le voyez, elle existe également dans toute une série d'autres langues, dont le français, une fois que la traduction a pu se faire. Alors il se pourrait que vous accédiez à la documentation QGIS à travers une recherche Google. Je vais donc par exemple à ce niveau faire une recherche sur la fonction d'intersection de QGIS. Je vais sélectionner la première référence renseignée par Google, à savoir celle-ci. Et comme vous le voyez, j'arrive sur une page de documentation de QGIS pour la version 2.18 de QGIS, qui est donc une ancienne version de QGIS. Et lorsque vous tomberez sur une page de documentation d'une ancienne version de QGIS, un bandeau de ce type-ci devrait apparaître. Outdated version of the documentation. Find the latest one here. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton-ci qui va donc vous rediriger vers la version actuelle de la documentation QGIS. Alors si vous avez un petit peu de chance, vous arriverez directement sur la page de documentation de la fonction qui vous intéresse. Et si ce n'est pas le cas, vous arriverez sur la page d'accueil de la documentation générale de QGIS. Page au sein de laquelle vous pourrez faire votre recherche. Intersection. Et nous obtenons donc toute une série de références qui parlent de l'intersection. Je vais dans ce cas-ci par exemple prendre la deuxième référence qui est plus intéressante. Et j'arrive sur la page de documentation de cette fonction d'intersection, qui est à la fois expliquée sous forme de texte, sous forme de schéma, ce qui est souvent très utile,
Et le détail des différents paramètres de cette fonction est également renseigné à ce niveau-ci, comme vous le voyez. L'adresse web qui vous permettra d'accéder directement à la documentation QGIS sur les outils de traitement et leurs paramètres est présentée à la page 158 du manuel de formation à ce niveau-ci et correspond, comme vous le voyez, à la section 28, fournisseur d'algorithmes, du QGIS Desktop User Guide Manual. Section 28 donc, avec en particulier la section 28.1 qui va donc renseigner sur les fournisseurs d'algorithmes de QGIS. Et à titre d'exemple, la documentation sur la fonction de création de zones tampons va se retrouver dans la section 28.1.22 à ce niveau-ci, dans géométrie vectorielle, sous-section au sein de laquelle nous allons trouver de la documentation sur toute une série de fonctions en lien avec des opérations de géométrie vectorielle, et en particulier par rapport à la création de zones tampons à ce niveau-ci. Et nous arrivons donc à la section 28.1.22.6 par rapport à l'outil de création de zones tampons, avec une explication sous forme de texte, une explication schématique, et enfin la présentation de l'ensemble des paramètres de cette fonctionnalité. Nous pouvons revenir dans notre projet QGIS pour vous montrer comment accéder à ces différents outils de traitement qui font partie intégrante de QGIS. Ces outils seront principalement disponibles via 3 menus. Le premier étant le menu vecteur, qui va donc par exemple vous donner accès à la fonction de création de zones tampons à ce niveau-ci. La fonction d'intersection que nous utiliserons plus tard est disponible à ce niveau-ci. Nous pouvons remarquer en passant très rapidement quelques autres outils qui permettent de travailler sur des données vectorielles, comme par exemple un outil qui permet de calculer les centroïdes d'entités spatiales, un outil qui permet la triangulation de Delaunay, un outil qui permet de simplifier les lignes ou les côtés de polygones, un autre qui permet de calculer les polygones de Voronoi, ou encore certaines fonctionnalités qui permettent de passer de polygones vers des lignes ou de lignes vers des polygones. Dans les outils de recherche, nous pouvons noter la possibilité de créer une grille. Il existe toute une série de fonctions qui permettent de créer des points localisés de manière aléatoire, dans une emprise, dans des polygones, sur l'emprise d'une couche, à l'intérieur des polygones, ou encore toute une série de fonctions qui permettent de réaliser différents types de sélections. Notons enfin, toujours à titre d'exemple, dans les outils de gestion des données, la possibilité de joindre les attributs par localisation, la possibilité de fusionner des couches vecteurs, et la possibilité de reprojeter une couche d'information vectorielle d'un système de coordonnées vers un autre système de coordonnées. Toutes les fonctions qui sont regroupées dans le menu vecteur sont évidemment des fonctions qui sont destinées à être utilisées sur des données vectorielles, c'est-à-dire des points, des lignes ou des polygones. Et ensuite, nous avons le menu voisin, le menu raster, qui va également présenter toute une série d'outils de traitement de données géographiques. Mais dans ce cas-ci, ce seront donc des outils qui sont destinés à travailler sur des données de type raster ou image. Avec par exemple à ce niveau-ci certaines fonctions qui permettent de réaliser des interpolations spatiales, ou de dériver une carte de pente à partir d'une représentation du relief. D'autres fonctions permettent d'interagir avec les systèmes de coordonnées des données raster. Cette fonction fusion permet, comme son nom l'indique, de fusionner différents rasters. Le menu extraction vous permettra notamment de découper un raster de différentes manières, ou encore de créer des courbes de niveau à partir d'un modèle numérique d'altitude. Et enfin, comme vous le voyez, il est notamment possible de passer d'un format raster à un format vecteur et d'un format vecteur à un format raster. Pour information. Le troisième menu important qui vous donnera accès à des outils de traitement est bien évidemment le menu Traitement, boîte à outils. Lorsque vous cliquez sur la boîte à outils, un panneau vient s'ouvrir dans la partie droite de votre interface par défaut. Alors attention, il se peut dans certains cas, sur certains ordinateurs, que le menu Traitement, le menu principal Traitement, ne soit pas directement disponible dans votre interface. Et dans ce cas-là, vous serez bien embêté puisque vous ne pourrez pas accéder à la boîte à outils de traitement. Pour solutionner ce problème et faire apparaître ce menu traitement, c'est assez simple. Vous devez simplement aller dans le menu Extensions, Installer, Gérer les extensions. Vous rechercherez dans toutes les extensions l'extension Processing, qui est donc disponible à ce niveau-ci. Cette extension est une extension principale qui ne peut pas être désinstallée.
Par contre, il se peut qu'elle soit décochée à ce niveau-ci, ou même qu'elle soit cochée mais non visible dans l'interface principale de QGIS. Et afin de faire apparaître le menu traitement dans votre interface principale, vous aurez simplement dans un premier temps à décocher Processing, ce qui va faire disparaître le menu traitement comme vous le voyez à ce niveau-ci, et ensuite à recocher cette extension Processing, ce qui va faire réapparaître le menu traitement. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre, et en principe, si tout va bien, vous aurez maintenant accès à ce menu traitement et à la boîte à outils. Et cette boîte à outils de traitement va présenter un très grand nombre de fonctions qui sont regroupées par thématique. Par exemple, pour faire de l'analyse de réseau, pour faire de l'analyse de terrain, notamment avec la dérivation de pente, ou la création de cartes d'ombrage, ou encore le calcul de cartes d'exposition, c'est-à-dire d'orientation nord, sud, est, ouest. Des analyses raster qui, comme vous le voyez, sont très nombreuses à ce niveau-ci. Des analyses vectorielles, et ainsi de suite. Libre à vous d'explorer ces différents menus si vous êtes curieux. Et sachez que si vous cherchez une fonction bien particulière, il sera probablement plus rapide de la chercher par mots-clés. Par exemple, si je recherche la fonction de création de zone tampon, je vais simplement indiquer à ce niveau-ci tampon. Et l'ensemble des fonctions QGIS actuellement disponibles dans mon interface qui correspondent à ce mot-clé vont apparaître à ce niveau-ci. La fonction de création de zone tampon par défaut, la fonction de base, la fonction principale étant celle-ci, tampon. Et enfin, dernière petite remarque, imaginons que j'utilise cette fonction de création de zone tampon, je vais donc double-cliquer dessus, cette fenêtre apparaît donc à l'écran. Et en termes de documentation, vous avez ici un résumé de cette fonction dans la partie droite de l'interface. Et sachez que vous pouvez accéder directement à l'aide en ligne de cette fonction tampon via ce bouton Aide dans le coin inférieur droit de l'interface de la fonction. Et j'arrive, comme vous le voyez, sur la page de documentation de cette fonction. Cette page est en anglais. Si vous voulez accéder à la version française, vous pourrez simplement à ce niveau-ci remplacer le EN de English par le FR de French. Et nous arrivons donc sur la version française de la documentation de cette fonction. Et nous allons directement passer à la section 7.12.6 du manuel de formation, page 169, exemple d'utilisation d'outils de traitement classiques, qui va nous indiquer comment créer une zone tampon, avec notamment dans cette section la présentation de l'interface de cette fonction tampon, correctement paramétrée par rapport à cet exercice sur les centrales nucléaires en Inde, et le résultat espéré présenté à la figure 86. Petite remarque avant de procéder à la création des zones tampons en tant que telles. Dans l'interface actuelle, nous pourrions avoir l'impression que des zones tampons existent déjà autour des centrales nucléaires, étant donné la taille des symboles utilisés à ce niveau-ci. Pour nous rendre compte qu'il ne s'agit pas de zones tampons, mais simplement de symboles ponctuels, nous pouvons par exemple zoomer sur ces deux centrales-ci. Et nous voyons assez facilement qu'il ne s'agit donc pas d'une zone tampon qui aurait une taille déterminée sur le terrain, mais plutôt d'un symbole ponctuel, dont la taille sera toujours la même sur l'écran d'affichage, indépendamment du niveau de zoom ou de l'échelle utilisée pour l'affichage. Alors concrètement, pour créer une zone tampon de 120 km de rayon autour des centrales nucléaires, nous allons donc utiliser la fonction tampon, disponible dans le menu Vecteur, Outils de géotraitement, tampon. L'interface de cette fonction ressemble à ceci. Et nous allons devoir ensuite paramétrer correctement cette interface pour créer nos zones tampons. La couche source correspond bien évidemment à la couche correspondant au réacteur nucléaire. C'est la couche à partir de laquelle ou autour de laquelle nous voulons créer les zones tampons. Nous pourrions éventuellement créer des zones tampons autour d'autres couches qui sont disponibles dans notre projet. Nous devons ensuite spécifier la distance du rayon de la zone tampon. Dans notre cas, ce sera 120 km et nous pouvons modifier les unités à ce niveau-ci. Alors attention, petite remarque par rapport aux unités qui sont disponibles à ce niveau-ci, donc pour définir la distance de la zone tampon.
Remarque qui est reprise à la page 170-170 du manuel de formation. Les unités qui sont disponibles pour la paramétrisation du paramètre de distance, c'est-à-dire la taille du rayon de la zone tampon, sont dépendantes du système de coordonnées du fichier à partir duquel la zone tampon est créée. Ce seront des degrés s'il s'agit d'un système de coordonnées de référence géographique et des unités linéaires comme des mètres, des kilomètres, des miles, etc. s'il s'agit d'un système de coordonnées projeté. Pour modifier les unités disponibles pour ce paramètre distance, il est donc possible de reprojeter le fichier dans un autre système de coordonnées de référence via l'outil qui s'appelle reprojeter une couche qui est disponible dans la boîte à outils de traitement, et ceci bien évidemment avant l'utilisation de la zone tampon. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien cela signifie simplement que je n'aurai que des unités linéaires disponibles à ce niveau-ci, donc comme des mètres, des kilomètres, des pieds, des miles, etc. si ma couche source est exprimée dans un système de coordonnées projeté. Alors pour savoir dans quel système de coordonnées est exprimée ma couche source, je peux simplement faire un clic droit sur cette couche, Propriétés, et accéder via le menu Source au système de coordonnées de référence assigné à cette couche. Nous voyons que le système de coordonnées de référence de cette couche est actuellement le SRI 54027 World Equidistant Conic. Je peux accéder aux propriétés de ce système de coordonnées via ce bouton-ci. Le système actuellement actif apparaît dans cette fenêtre, ici en bas, et nous voyons que les unités utilisées sont donc des mètres. Les unités de ce système de coordonnées sont donc linéaires, et c'est grâce à cela que nous aurons donc accès à ce niveau-ci à des unités linéaires comme des mètres et des kilomètres. Il se pourrait par contre que notre couche source soit exprimée dans un autre système de coordonnées, par exemple un système de coordonnées géographiques qui va utiliser comme unité des degrés. Eh bien, à ce moment-là, nous n'aurons plus accès à des unités linéaires à ce niveau-ci, mais uniquement à des degrés. Si vous êtes confronté à ce problème et que ce n'est pas le bon type d'unité qui apparaît à ce niveau-ci, eh bien, vous pourrez toujours changer le système de coordonnées de votre couche de départ en utilisant ce que l'on appelle une reprojection que vous pourrez réaliser à partir de cette fonction vecteur, outil de gestion de données, reprojeter une couche. Cette fonction vous permettra de passer correctement d'un système de coordonnées à un autre système de coordonnées pour une couche vectorielle. Si vous voulez changer le système de coordonnées de votre couche de départ, ce qu'il ne faut absolument pas faire, et j'insiste sur ce point, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est modifier ce système de coordonnées via un clic droit sur la couche, Propriétés, accéder à l'onglet Source et modifier le système de coordonnées de cette manière-ci via le menu déroulant ou via ce bouton-ci. Si vous procédez de cette manière, vous allez en fait simplement effacer le système de coordonnées actuel de la couche et le remplacer par le nouveau système de coordonnées que vous définirez, et il n'y aura aucun calcul de reprojection d'un système vers un autre, et par conséquent votre couche d'information sera mal positionnée dans l'espace et deviendra incorrecte. Donc retenez que si vous voulez passer d'un système de coordonnées à un autre pour une couche vectorielle, vous devez utiliser cette fonction de reprojection, reprojeter une couche. Ceci était une parenthèse, puisque dans notre cas, cette opération de reprojection n'est pas nécessaire, puisque la couche de départ est déjà exprimée dans un système de coordonnées projeté, qui propose donc d'utiliser des unités linéaires, ce qui nous arrange, puisque nous devions définir une distance de zone tampon de 120 km. Remarquez qu'il serait également possible, via ce bouton-ci, d'utiliser une taille de zone tampon qui est reprise dans une colonne de la table d'attributs de la couche de départ, et ceci typiquement pour avoir une taille de zone tampon variable en fonction des différentes entités spatiales. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser cette option, je la mentionne simplement à titre d'information. Passons ensuite au paramètre segment à ce niveau-ci. Ce paramètre est défini à ce niveau-ci, comme contrôlant le nombre de segments de ligne à utiliser pour approximer un quart de cercle lors de la création de décalage arrondi. Il faut comprendre par là que ce paramètre va définir le nombre de segments utilisés pour approximer un quart de cercle dans la création de zones tampons arrondies. Donc par exemple, pour une zone tampon créée autour d'un point, une valeur de 25 produira une zone tampon polygonale de 100 côtés égaux qui vont donc approximer un cercle. Il y aura donc 25 segments dans chaque quart de cercle.
Dans notre cas particulier, une valeur de 25 conviendra très bien pour cet exercice et permettra d'approximer assez finement un cercle. Pour savoir à quoi correspond le style d'extrémité, qui peut être rond, plat ou carré, nous pouvons nous référer à l'aide en ligne de la fonction et descendre au niveau de la définition des paramètres. Et nous voyons directement l'impact de ce paramètre qui peut prendre les valeurs rond, plat ou carré sur la forme des zones tampons autour d'éléments linéaires. Il en va de même pour le style de jointure qui peut être rond à angle droit ou oblique. Nous pouvons voir dans la documentation à quoi cela correspond. Rond à angle droit ou oblique. Et ainsi de suite pour les autres paramètres que nous n'allons pas commenter. N'oubliez pas simplement de définir à ce niveau-ci le répertoire de sortie dans lequel vous voulez enregistrer votre couche résultante, à savoir le fichier shapefile qui va correspondre à cette zone tampon. Dans notre cas particulier, vous devez sélectionner cette option, enregistrer vers un fichier. Ne sélectionnez pas l'option créer une couche temporaire, puisqu'une couche temporaire sera automatiquement effacée à la fermeture du projet QGIS. Dans notre cas, nous voudrons conserver cette couche sur notre disque dur. Nous allons donc choisir l'option enregistrer vers un fichier. Nous allons ensuite nous déplacer vers notre répertoire de travail, qui correspond à notre dossier de formation, dossier données, dossier 6 géotraitement, et nous allons devoir nommer le fichier résultant. Je vais simplement reprendre le nom de la couche de départ, réacteur nucléaire 2011 SCR projection EPSG 54027, à laquelle je vais simplement rajouter tampon 120 km, et je vais ensuite valider. Une fois que votre interface est correctement paramétrée, vous n'avez plus qu'à exécuter cette fonction. Cette fonction s'exécute assez rapidement et l'onglet journal s'affiche automatiquement. Si la fonction a connu un bug au cours de son exécution, vous aurez un message d'erreur à ce niveau-ci qui sera probablement affiché en rouge. Dans notre cas, nous voyons que la fonction a pu s'exécuter très rapidement, en 1 seconde, et nous n'avons aucun message d'erreur avec la couche résultante qui est donc chargée dans le projet. Nous pouvons donc fermer cette fenêtre et observer le résultat dans notre interface de visualisation spatiale. Je vais dézoomer quelque peu et nous avons bien une nouvelle couche d'information dans notre panneau latéral de gauche, couche, qui correspond aux zones tampons que nous venons de créer. Éventuellement, si nécessaire, faites repasser cette couche de zone tampon au-dessus des autres couches pour la visualiser correctement. En effet, si elle est venue se localiser en dessous des autres couches, vous ne la verrez probablement pas. Pour une meilleure visualisation, vous devez donc la faire remonter au-dessus des autres couches. Nous pouvons zoomer sur cette zone par exemple. Je vais faire repasser la couche de point initiale en premier lieu pour une meilleure visualisation de cette couche. Et nous voyons donc que nous avons les points initiaux qui sont représentés par le symbole nucléaire, et les zones tampons avec un rayon de 120 km autour de ces centrales. Si nous dézoomons à l'échelle de l'Inde, nous voyons que les 7 zones tampons ont été réalisées. Et si nous dézoomons davantage, nous pourrons remarquer une déformation relativement importante des zones tampons aux plus hautes latitudes nord et sud, avec par exemple aux latitudes nord une augmentation importante de la largeur des zones tampons, et aux latitudes sud, par exemple à la pointe de l'Afrique du Sud, à ce niveau-ci, une réduction importante de la largeur des zones tampons. Ces déformations visibles à l'écran sont liées au système de coordonnées de référence utilisé par le projet QGIS pour représenter les données dans l'interface de visualisation spatiale. Alors, quel est le système de coordonnées qui provoque ces déformations aux hautes latitudes nord et sud? Eh bien, nous allons simplement consulter donc, le système de coordonnées du projet QGIS à travers le menu Projet, Propriétés. Nous voyons que le système de coordonnées actuel du projet est le système EPSG 4326, donc un système de coordonnées géographiques. Alors l'utilisation d'un autre système de coordonnées pourrait permettre d'afficher l'ensemble des zones tampons de manière non déformée, et nous pouvons faire le test par exemple avec le système de coordonnées 54027. Je vais donc rechercher ce système de coordonnées 54027.
je le sélectionne à ce niveau-ci, ou encore à ce niveau-ci, et je vais donc appliquer ce système de coordonnées, ce qui va donc modifier la représentation du monde dans l'interface de visualisation spatiale, puisque le projet QGIS va représenter les données dans ce nouveau système de coordonnées. Et avec ce système de coordonnées, eh bien, nous pourrons remarquer que les zones tampons ne sont pas déformées. Nous allons identifier une zone tampon aux latitudes nord, à ce niveau-ci. Nous voyons que celle-ci correspond à un cercle parfait. Et nous allons ensuite nous diriger vers une latitude sud, donc par exemple à la pointe de l'Afrique du Sud. Et nous voyons que cette zone tampon n'est pas du tout déformée puisqu'elle correspond également à un cercle parfait. Et donc ce système de coordonnées, le 54027, qui est le World Équidistant conique, permettra d'avoir une représentation des zones tampons de manière non déformée, mais sera moins adapté pour la représentation des données à l'échelle de la planète, comme nous pouvons le voir à ce niveau-ci. Nous allons donc réutiliser le système de coordonnées de projet qui était défini par défaut, à savoir le 4326, que je vais donc rechercher à ce niveau-ci, que je peux sélectionner à ce niveau-ci et que je peux donc valider. Et je retrouve ma représentation du monde habituelle. Et je vais zoomer sur l'Inde à nouveau. Nous allons maintenant utiliser le deuxième outil de géotraitement utilisé dans cet exercice, à savoir l'outil d'intersection de couches vectorielles, qui en anglais s'appelle Intersect, et qui est présenté à la page 173-173 du manuel de formation. Et comme vous le voyez à l'écran, une petite remarque préliminaire à l'utilisation de cet outil est mentionnée en introduction de cette section dans le manuel de formation à ce niveau-ci. Il faudra donc faire attention à ce que les deux couches à intersecter soient exprimées dans le même système de coordonnées. Le système de coordonnées peut être géographique ou projeté, pour autant qu'il soit le même pour les deux couches d'information. Si vos deux couches d'information ne sont pas exprimées dans le même système de coordonnées, il sera nécessaire d'utiliser l'outil qui s'appelle « Reprojeter une couche » pour simplement changer le système de coordonnées d'un des deux fichiers vers le système de coordonnées de l'autre fichier afin de faire en sorte que les deux couches soient exprimées dans le même système de coordonnées. Dans notre cas, nous allons réaliser une intersection entre d'une part les zones tampons et d'autre part les districts indiens afin d'identifier les districts indiens qui seraient impactés par une catastrophe nucléaire dans une de ces 7 centrales. Alors nous pouvons dans un premier temps vérifier le système de coordonnées de ces deux couches d'information via un clic droit sur la couche Propriétés. Et dans l'onglet Source, je peux constater que le système de coordonnées de référence de cette couche est le 54027. Je répète le processus pour la couche de zone tampon, clic droit, Propriétés, onglet Source, et je constate que le système de coordonnées est le même, le 54027. Nous avons donc bien deux couches d'informations qui sont exprimées dans le même système de coordonnées. Nous pourrons donc procéder à leur intersection sans difficulté. Et nous allons donc rechercher cet outil de géotraitement d'intersection que nous allons retrouver dans le menu Vecteur, outil de géotraitement intersection à ce niveau-ci. Alternativement, nous pourrions le trouver dans la boîte à outils de traitement en recherchant cet outil par mot-clé. Et nous pourrions donc le retrouver à ce niveau-ci. Dans notre cas, nous allons utiliser simplement l'outil qui est disponible via ce menu, intersection. Le paramétrage de cette fonction est assez simple. Nous devons d'abord définir la couche source. Dans notre cas, il s'agira de la couche population indienne par district. Et nous devons ensuite définir la couche de superposition, qui dans notre cas serait la couche de zone tampon, qui est déjà identifiée à ce niveau-ci, tampon 120 km. Nous avons ensuite la possibilité de choisir à ce niveau-ci les colonnes ou les champs des deux couches d'information d'entrée qui devront être conservées dans la couche résultante. Et par défaut, si nous ne touchons pas à ces paramètres, eh bien nous conserverons tous les champs, c'est-à-dire toutes les colonnes des deux tables d'attributs d'entrée, à savoir
ces deux colonnes pour la couche des zones tampons et l'ensemble de ces colonnes pour la couche sur les districts indiens. Si nécessaire, nous pourrions donc à ce niveau-ci sélectionner les colonnes d'intérêt, mais dans notre cas, nous allons conserver l'ensemble des colonnes. L'utilisation de paramètres avancés sera inutile dans ce cas, nous n'allons donc pas commenter les paramètres avancés, et nous allons simplement sélectionner à ce niveau-ci le répertoire de sortie dans lequel nous allons stocker, enregistrer notre couche d'information résultant de cette intersection. Nous allons enregistrer vers un fichier, et non pas vers une couche temporaire, vers un fichier, et nous allons naviguer vers notre répertoire de travail dans le dossier Initiation cycle QGIS ACE données 6 géotraitement. Je vais nommer ma couche résultante comme ceci. Je vais simplement reprendre le nom de la couche zone tampon, à laquelle je vais simplement rajouter interpop comme intersection de la population. Je rajoute donc simplement interpop à la fin, et je peux sauver le fichier et exécuter la fonction. L'intersection se déroule donc assez rapidement et je peux constater au niveau de l'onglet Journal qu'aucun message d'erreur n'apparaît. Je peux donc ensuite fermer cette fenêtre et visualiser le résultat dans mon interface QGIS. La couche résultant de l'intersection est visible à ce niveau-ci. Si dans votre cas cette couche est venue se localiser à un autre endroit, vous pouvez toujours la faire remonter dans le panneau couche pour la rendre bien visible. Et pour une meilleure visualisation de cette couche résultat, vous pouvez désactiver les autres couches d'information, comme ceci et comme ceci. Nous pouvons nous rendre compte que cette couche d'information correspond bien au district indien qui se situe donc dans les zones tampons. Alors attention, afin de mettre en évidence une petite subtilité de cet outil, nous allons d'abord choisir une symbologie transparente pour cette nouvelle couche d'information. Double-clic sur le symbole, ce qui me donne accès à ce niveau à l'onglet symbologie. Et en sélectionnant ceci, je pourrais demander à ce niveau-ci un remplissage transparent, ce que j'active donc, et je valide. Je peux également, pour plus de clarté, désactiver la couche Countries. Nous pouvons remarquer, lorsque deux zones tampons se superposent, comme c'est le cas à ce niveau-ci, nous avons donc une zone tampon à ce niveau-ci, une autre zone tampon à ce niveau-ci, nous avons donc un espace de superposition de ces deux zones tampons. Les districts présents dans cette zone de superposition ne seront rattachés qu'une seule fois à chacune des centrales. Nous pouvons le vérifier avec l'outil de sélection. Je vais donc d'abord sélectionner la couche d'intersection à ce niveau-ci. Je vais ensuite sélectionner la flèche blanche de sélection, ce qui va me permettre de sélectionner des entités spatiales dans l'interface de visualisation à ce niveau-ci. Je peux constater que ce district sera rattaché comme une seule entité spatiale à la zone tampon de cette centrale nucléaire, et que ce même district sera rattaché comme une seule entité spatiale à la zone tampon de cette centrale nucléaire. Et donc, indépendamment du fait que ce district apparaisse comme divisé en deux dans l'interface de visualisation, à ce niveau-ci, en fait, il n'y aura qu'une seule entité qui sera comptabilisée comme rattachée à cette centrale-ci, et une seule entité qui sera comptabilisée comme rattachée à la centrale plus au sud. Un autre exemple pourrait se faire avec ce district, qui est rattaché comme une seule entité à cette centrale-ci, et qui est également rattaché comme une seule entité à la centrale plus au sud. La population d'un district ne sera donc comptabilisée qu'une seule fois, lorsqu'il s'agira de calculer la somme de la population impactée par chacune des centrales nucléaires. Ceci est également expliqué à la figure 89, page 175-175 du manuel de formation, à ce niveau-ci. Si vous avez utilisé la flèche de sélection comme moi, n'oubliez pas de désactiver vos sélections avec ce bouton rouge, afin de faire en sorte que les opérations suivantes ne se réalisent pas de manière involontaire uniquement sur les entités sélectionnées.
Il nous reste donc à réaliser une dernière étape avant de clôturer cet exercice, à savoir de calculer la somme des personnes impactées par centrale nucléaire à partir de la table d'attributs du fichier que nous venons de produire et qui résulte donc de l'opération d'intersection. Ce calcul de statistique peut se réaliser avec deux outils, comme présenté dans l'encadré vert à la page 156 du manuel de formation, soit avec l'outil statistique par catégorie, outil qui a cependant déjà été utilisé dans une contextualisation précédente, soit grâce à l'extension GroupStats que nous allons donc utiliser. Alors GroupStats est une extension. Si vous ne l'aviez pas encore fait, vous devez donc l'installer et être connecté à Internet pour pouvoir réaliser cette installation. Nous nous dirigeons vers le menu Extensions, Installer, gérer les extensions. Nous allons rechercher l'extension dans l'onglet Toutes GroupStats, comme ceci, à ce niveau-ci. Alors dans mon cas, cette extension est déjà installée, mais si dans votre cas, cette extension n'est pas encore installée, vous pouvez la sélectionner et ensuite demander à ce niveau-ci de l'installer. Et une fois cette extension installée, ce qui peut être très rapide, vous pouvez simplement l'activer à ce niveau-ci. Voilà qui est fait, et donc ensuite fermer cette fenêtre. Vous devez ensuite retrouver cette extension dans votre interface et elle vient se loger sous la forme d'un bouton à ce niveau-ci. Vous pourriez également la retrouver dans le menu principal Vecteur, Group Stats à ce niveau-ci. Je vais donc démarrer cette extension, dont l'interface ressemble à ceci, et je vais donc devoir la paramétrer correctement pour pouvoir calculer la somme de la population des districts indiens impactés par une catastrophe dans chacune des 7 centrales nucléaires en Inde. Alors pour rappel, avant de passer au paramétrage de l'extension GroupStats, nous pouvons regarder rapidement dans la table d'attributs de la couche résultant de l'intersection. Table d'attributs dans laquelle nous retrouvons un ensemble d'informations à ce niveau-ci, et en particulier la démographie de chacun des districts dans cette colonne POP, le nom des districts et le nom des centrales associées. Nous pouvons donc potentiellement classer les centrales par ordre alphabétique à ce niveau-ci. Et nous pourrons constater par exemple que pour la centrale de Kaiga, une série de districts sont impactés. Et le but de l'opération sera dans ce cas-ci simplement de faire la somme des populations des districts impactés par une catastrophe dans la centrale de Kaiga. Et cette opération devra être répétée pour chacune des centrales, par exemple à ce niveau-ci pour la centrale de Kakrapar. Cette opération doit être répétée de manière systématique pour l'ensemble des centrales. Pour éviter de faire l'ensemble de ces calculs de manière manuelle, nous allons simplement utiliser l'extension GroupStats qui nous permettra de réaliser l'ensemble de ces calculs en quelques clics. Je vais donc maintenant fermer cette table d'attributs et revenir dans l'interface de l'extension GroupStats. Nous devons paramétrer correctement cette interface en sélectionnant tout d'abord à ce niveau-ci la couche d'information à partir de laquelle réaliser nos calculs. Et dans notre cas, il s'agit de la couche résultant de l'intersection qui se termine par interpop. Les noms des différentes colonnes de la table d'attributs de cette couche d'information vont apparaître à ce niveau-ci, avec une distinction entre les colonnes de type texte, qui reprennent par exemple le nom des centrales ou le nom des pays, et les colonnes chiffrées qui reprennent par exemple ici la démographie de chacun des districts. Nous avons ensuite toute une série de fonctions qui sont disponibles pour réaliser des calculs dans cette table d'attributs, dont toute une série de fonctions statistiques, et en particulier celle qui nous intéresse, à savoir la somme. Si nous voulons calculer la somme de la population impactée par chacune des centrales, nous allons simplement paramétrer cette fonction comme ceci. La somme de la population pour chacune des centrales que nous allons placer à ce niveau-ci. Donc cette interface se lit comme ceci. Nous allons calculer la somme des populations impactées par chacune des centrales. Nous pouvons ensuite lancer le calcul et nous obtiendrons de cette manière les résultats de ce calcul statistique à ce niveau-ci, avec pour chacune des centrales la somme de la population impactée. Si nous voulions présenter la même information mais avec en plus une répartition par État, nous pourrions donc utiliser la colonne State ou État, la positionner à ce niveau-ci, demander de calculer à nouveau,
Et de cette manière, nous aurons la somme de la population impactée par chacune des centrales au niveau de chacun des États. Cette information n'est cependant pas demandée dans le cadre de cet exercice, nous allons donc simplement supprimer cet élément. Ce tableau de chiffres répond donc à la demande du ministère de la Santé indien qui voulait évaluer le nombre de personnes approximatives potentiellement impactées suite à une catastrophe nucléaire majeure dans chacun de leurs 7 sites nucléaires potentiellement dangereux. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder ce tableau de chiffres dans un fichier CSV via le menu Données, Enregistrer en fichier CSV. Vous pouvez naviguer vers le dossier numéro 6, c'est-à-dire le dossier de cette contextualisation, et donner un nom à votre fichier résultant. Par exemple, nombre de personnes impactées par centrale. Ce fichier sera donc disponible dans votre dossier numéro 6, à ce niveau-ci, nombre de personnes impactées par centrale.csv, fichier que vous pourriez ouvrir avec Excel par exemple. Et voici le résultat sauvegardé. Petite remarque avant de clôturer cet exercice. Vous aurez probablement remarqué que l'approche suivie dans cet exercice est extrêmement simpliste, puisque notamment, dès qu'un district intersecte une zone tampon, l'ensemble de la population de ce district est comptabilisé comme impacté, indépendamment du pourcentage de la superficie du district qui est réellement inclus dans la zone tampon, et de la distribution spatiale de la population au sein du district. De plus, nous avions vu que la base de données de départ sur la population des districts présentait toute une série de données manquantes. Une fois ces résultats sauvegardés, vous pouvez simplement fermer la fenêtre de groupe Stats. Nous allons maintenant voir comment accéder à d'autres outils de traitement que ceux qui font directement partie intégrante de QGIS. Les outils qui font partie intégrante de QGIS sont listés à ce niveau-ci, donc dans la boîte à outils de traitement. Boîte à outils qui, pour rappel, peut être ouverte à travers le menu Traitement boîte à outils. Nous avons l'ensemble des outils qui sont directement intégrés dans QGIS qui sont reconnus par cette icône QGIS. Et nous avons également l'ensemble des outils qui dépendent de GEDAL. GEDAL qui est donc un fournisseur de traitement qui a été intégré par défaut dans QGIS directement. Fournisseur qui propose toute une série de fonctions d'analyse raster ou vecteur, comme vous le voyez à ce niveau-ci, ou encore ici. La section du manuel de formation à laquelle nous allons nous référer est la section 7.12.3, présentation brève de certains fournisseurs de traitement, qui commence à la page 162, avec la présentation de GEDAL, de GRASS, page 163, présentation de Saga, présentation des scripts R, présentation de Orfeo Toolbox, et page 164, présentation des scripts Python. Nous avons donc déjà dit quelques mots sur GEDAL, qui est une librairie d'algorithmes de lecture et de traitement de raster images et de vecteurs, et qui ne nécessite pas d'installation indépendante de QGIS. Le deuxième fournisseur de traitement est GRASS, qui signifie Geographic Resources Analysis Support System, qui est également une librairie d'algorithmes de traitement de raster et vecteurs, et dont le site web officiel est disponible à ce niveau-ci. Site web que vous pourrez explorer par vous-même si cela vous intéresse. Alors dans QGIS, pour accéder à ces fonctionnalités GRASS, vous devez simplement activer cette extension dans ce menu. Extension, installer, gérer les extensions. Et vous allez rechercher l'extension GRASS avec 2 S. Et vous devrez simplement, à ce niveau-ci, sur le GRASS GIS Provider, cocher cette extension principale qui n'est pas désinstallable, mais donc que vous devez simplement activer pour accéder à ces fonctionnalités. Alors, il n'est donc pas nécessaire d'activer GRASS 8 dans ce cas-ci, donc uniquement GRASS GIS Provider. Et après activation, eh bien, vous verrez que dans la boîte à outils de traitement, vous obtenez un nouveau menu GRASS avec toute une série de fonctionnalités, notamment ici spécifiquement pour travailler sur des rasters. Vous voyez qu'il y en a énormément.
ou pour travailler sur des données vectorielles. Il y en a également toute une série. Le fournisseur de traitement suivant est Saga, qui signifie System for Automated Geoscientific Analysis, qui est un logiciel libre et open source et qui permet également donc un grand nombre de traitements sur des données raster et vecteurs. Le site web de Saga ressemble à ceci. Site web que vous pourrez explorer par vous-même si cela vous intéresse. Et concernant l'installation de ce fournisseur de traitement, la procédure est potentiellement un petit peu plus compliquée et je vous renvoie à cette page web qui présente la procédure globale d'installation de ce fournisseur de traitement Saga. Et donc libre à vous de suivre les différentes étapes d'installation. Il y a 3 étapes principales: l'installation d'un plugin, l'installation de Saga en tant que tel, et enfin la configuration des traitements dans QGIS. Donc 3 grandes étapes à respecter en principe. Et je peux très rapidement vous montrer la première étape qui est donc l'installation du plugin Processing Saga Next Gen. Pour ce faire, nous retournons dans le menu Extensions. Nous allons rechercher Saga. Et nous trouvons donc le plugin Processing Saga Next Gen Provider que nous pouvons donc installer à ce niveau-ci. Voilà qui est fait. Et comme vous le voyez, j'ai donc accès à ce niveau-ci à toute une série d'outils supplémentaires que nous n'allons pas explorer. Si l'installation de ce plugin n'était pas suffisante pour rendre actif l'ensemble de ces fonctions, je vous invite à suivre simplement le reste de la procédure qui est renseignée donc sur cette page web et qui contient encore 2 étapes que nous n'allons pas faire ensemble. Alors sachez qu'il est également possible d'utiliser des scripts R à travers QGIS. R est un environnement logiciel bien connu, libre et open source de référence pour le calcul de statistiques, la réalisation de graphiques, mais aussi la réalisation de géotraitements via certains packages spécialisés. Je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo, mais si cela vous intéresse, vous pouvez donc vous référer aux différents liens web que je donne dans le manuel de formation au niveau de cette section sur les R scripts. Le fournisseur de traitement suivant est Orfeo Toolbox, qui est une librairie d'algorithmes de traitement d'images, donc spécifiquement pour travailler sur des données raster ou images, libre et open source également. Orfeo Toolbox présente la particularité de pouvoir faire de la segmentation d'images, c'est-à-dire de pouvoir découper une image en objets qui correspondent à des groupes de pixels voisins spectralement homogènes, et également de permettre la classification de ces objets. Donc ce fournisseur de traitement intéressera particulièrement les personnes qui font du traitement d'images, que ce soit des images drones, aériennes ou satellites par exemple. Nous pouvons jeter un coup d'œil rapide à l'interface de ce site web, Orfeo Toolbox, que vous pourrez parcourir par vous-même si vous êtes intéressé, avec, comme vous le voyez, à ce niveau-ci, un résultat de segmentation d'images qui est donc mis en évidence. Et enfin, sachez que QGIS permet d'utiliser et de créer des scripts Python. Les personnes intéressées pourront creuser un peu plus le sujet en parcourant les différents liens web que je donne à cette section. Et très rapidement et juste pour information, dans l'interface de QGIS, vous pouvez accéder à la console Python grâce à ce bouton-ci, ou encore ouvrir des scripts Python existants grâce notamment à ce bouton-ci. Et enfin, avant de clôturer cette section, sachez qu'il est parfois nécessaire de configurer certains des fournisseurs de traitement non installés par défaut dans QGIS, comme c'est le cas en particulier pour R et Orfeo Toolbox. Quelques indications à ce propos vous sont données à la section 7.12.4, page 165 du manuel de formation. Je n'en dirai pas plus dans le cadre de cette vidéo. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner un aperçu très rapidement de quelques traitements avancés qui sont disponibles dans QGIS, avec par exemple la disponibilité d'un modéleur graphique, la possibilité d'utiliser des lignes de commande, des scripts ou encore de faire des traitements par lot. Le modéleur graphique permet d'enregistrer une séquence d'opérations, une chaîne de traitement, afin d'en automatiser le fonctionnement. Cet outil est utile dans le cas où une série d'opérations doit être réalisée un grand nombre de fois, ou lorsque vous voudriez illustrer simplement une chaîne de traitement.
Alors je renseigne dans le manuel de formation des liens qui vous permettront d'accéder à de la documentation sur ce modeleur graphique de traitement. La figure 90-90 vous donne un aperçu du fonctionnement de ce modeleur graphique de traitement. Et vous voyez par exemple que dans ce cas-ci, une donnée d'entrée, dans ce cas-ci un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire une représentation numérique du relief, va constituer une donnée de base qui sera utilisée dans la fonction qui s'appelle fillthings comme donnée input ou d'entrée. Le résultat de cette fonction fillthings, le output, sera ensuite utilisé comme input pour une autre fonction qui s'appelle catchment area, dont le résultat sera également utilisé comme input d'une troisième fonction qui s'appelle channel network. Vous voyez que de cette manière, il est possible de représenter de manière graphique l'ensemble des outils de géotraitement qui doivent être utilisés dans une chaîne de traitement, et de cette manière d'enregistrer ou de conserver l'ensemble de la chaîne de traitement, ce qui vous permettrait éventuellement de réexécuter plusieurs fois cette chaîne de traitement, sans devoir lancer chacun des outils de géotraitement de manière individuelle manuellement. Ce genre d'outil va donc faciliter l'automatisation des chaînes de traitement dans QGIS. La section 7.12.8 du manuel documente très brièvement l'utilisation de lignes de commande et l'utilisation de scripts dans QGIS, qui typiquement peuvent être utilisés pour l'automatisation des tâches. Je n'en dis pas plus dans le cadre de cette vidéo, je vous renvoie donc au manuel de formation et aux différents liens web qui sont mentionnés dans ce manuel. Et enfin, sachez qu'il est possible de faire ce que l'on appelle des traitements par lot ou des traitements itératifs, en anglais ce que l'on appelle le batch processing, qui permettra d'appliquer automatiquement la même fonction à une série de couches d'informations. À nouveau, je vous renvoie à la documentation qui est renseignée dans le manuel à la page 177-177. Voilà, encore bravo à vous si vous êtes arrivé à atteindre les objectifs de cette contextualisation. J'espère que cela vous a plu et que vous en avez retiré un certain apprentissage. Vous devriez en principe maintenant avoir une vision claire des différents types et sources d'outils de traitement existants dans QGIS, que ce soit ceux faisant partie intégrante de QGIS ou ceux dépendant de fournisseurs de traitement indépendants comme GRASS et Saga par exemple. Et vous devriez être en mesure d'accéder à ces outils, de les utiliser et de retrouver la documentation officielle y afférent, documentation qui vous permettra de mieux comprendre ces outils, de les paramétrer correctement et donc de les utiliser adéquatement. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.